Bonjour à tous, bienvenue. Merci de votre présence. Nous sommes réunis. Ah non, vous m'entendez là? Ah, c'est bon là, c'est bon. Nous sommes réunis ici aujourd'hui autour de la question du soin qui traverse de plus en plus d'institutions culturelles, mais pas seulement. Comment l'art participe-t-il au bien-être, voire au mieux-être de divers publics, des enfants en bas âge aux personnes âgées, en passant par des individus fragilisés ou en situation de handicap. Voilà. A-t-il une fonction thérapeutique et si oui, dans quel cadre doit-il s'incarner pour remplir cette fonction? Pour explorer ces points, je me trouve en compagnie de Mohamed El-Khatib, Nicole Roux et Marianne Berger, les représentants de 3 projets très différents. Bonjour à tous les 3. Moi, je vous propose de procéder dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire dans l'ordre de création de chacun de vos projets. Donc Nicole, on va commencer par vous. Nicole Roux, vous êtes psychologue, responsable de la Maison des Petits, un lieu d'accueil artistique créé en 2009, si je ne m'abuse, au sein du 104, à Paris, dans le 19e, pour recevoir des enfants de 0 à 6 ans. Vous nous expliquerez pourquoi cette tranche d'âge, ainsi que leurs parents. Voilà, quelle est la genèse de ce projet, de cette initiative et en quoi consiste-t-elle? Alors moi, je ne vous entends pas. Bonjour à tous. Alors, je travaille au 104, c'est un établissement public de la ville de Paris qui se situe dans le 19e arrondissement. Et la genèse du projet de la Maison des Petits qui est inscrite dans le projet global du 104 dès l'origine. Ce projet s'est construit sur la typologie des publics qu'il y a autour du 104. C'est-à-dire que nous sommes dans le quartier de Paris où il y a le plus de familles. C'est lié à l'architecture puisqu'il y a des immeubles en hauteur. Et aussi des indices INSEE, on s'est appuyé sur des indices INSEE qui étaient un peu alarmants. C'est-à-dire que c'est le quartier de Paris où on cumule le plus tôt de RSA, les minima sociaux, des échecs scolaires, des familles monoparentales. Enfin, on avait repéré un certain nombre d'indices de vulnérabilité qui fait qu'on s'est posé la question du projet innovant qu'on pouvait offrir aux familles qui rendrait un grand service. Et il se trouve qu'il existe quelque chose à Paris depuis 1978, qui s'appelle la Maison Verte. C'est un lieu d'accueil enfants-parents. C'était initié par Françoise Dolto, la psychanalyste, et on s'est dit que ce serait une bonne idée de faire un lieu d'accueil enfants-parents qui prendrait donc soin des familles au cœur d'un lieu culturel. À ce jour, on est encore un lieu innovant dans le sens où on est le seul lieu qui s'articule entre l'écoute analytique et l'art. Au quotidien, les familles peuvent venir, puisque c'est ouvert de 14h30 à 18h30 chaque jour, du samedi au dimanche. Et on est fermé 3 jours par an. 1er mai, Nouvel An, 25 décembre. Et donc les familles peuvent revenir à l'envie. Et il y a plusieurs temporalités. C'est plutôt les gens du quartier pendant la semaine, un peu plus loin le mercredi, davantage plus loin le samedi et le dimanche. En famille élargie, tonton, tata, la marraine, tout le monde vient. Et puis également, plus les gens viennent de plus loin, puisque la renommée du 104 est internationale, fait qu'on a aussi des touristes de passage qui disent que faire à Paris avec son enfant et viennent dans notre lieu. Alors, ce qu'on y trouve, chaque famille. Alors, la chose vraiment la plus importante, je pense, et j'ai oublié de le dire comme d'habitude, c'est que c'est un lieu où on accueille anonymement. Ça veut dire qu'on peut venir, on n'a pas de papier, on a un peu suivi par les services sociaux ou quoi que ce soit, on vient sans montrer quoi que ce soit, pas besoin de décliner son identité. Ce sont les enfants qui sont accueillis dans ce lieu par leur prénom. Uniquement, c'est la seule chose. On demande d'où ils viennent, donc l'arrondissement pour nos statistiques, puisque nous avons aussi une tutelle à qui il faut rendre certains comptes. Mais c'est tout. Et puis le prénom, qui l'accompagne, enfin des petites choses comme ça, mais c'est fort utile. Et ensuite, ils jouent librement dans le lieu et c'est gratuit. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose de très important. On peut arriver au 104 sans avoir d'argent. On va quand même trouver quelque chose à faire avec ses enfants. C'est-à-dire, l'idée, c'est de ne pas renvoyer aux parents qu'il faut acheter toute la grande récré pour pouvoir éduquer son enfant. Déjà partager un temps avec, dans un lieu dédié, c'est déjà pas mal. Alors, ils sont accueillis. Le projet, il est porté par le design, puisqu'on a demandé à Nathalie Grasset
de faire le design. Et le design vient porter le projet. C'est-à-dire qu'on lui a demandé de constituer des espaces qui nous permettaient d'accompagner la relation, mais aussi de laisser les familles libres dans l'espace. En tant que professionnel, on est plutôt en retrait. On est là pour les accueillir, leur donner les règles et ensuite ils circulent dans l'espace, qui n'est pas si grand, hein, c'est 122 mètres carrés. Le 104 en fait 39 000. Donc on a un petit espace, mais par rapport au travail d'écoute qu'on a à faire, c'est bien que ce soit assez petit. Et il y a différents pôles et les enfants vont circuler à l'intérieur. Si les parents ne savent pas quoi faire dans le lieu, les enfants, eux, ils trouvent tout de suite quoi faire. Et à l'intérieur, donc nous on est psychologues, il y a aussi des plasticiens qui pensent tout ce qui va être proposé en amont. Un enfant veut faire de la peinture, on lui dit ok, mais on a déjà en amont pensé le format de la feuille, les couleurs qui vont être proposées ce jour-là, parce qu'on essaye d'être toujours en résonance avec les expositions qu'il y a dans le 104, donc il y a un lien. Il y a un tel lien que quand ils ont vu l'expo, ils font le lien directement, ou bien les familles nous disent mais pourquoi il n'y a que 3 couleurs ? Pourquoi ces couleurs-là ? On va dire parce qu'en ce moment il y a une exposition et dans l'exposition c'est la couleur qui ressort. Alors, on articule dans les deux sens. Donc voilà, c'est un lieu où une multitude de personnes viennent. C'est-à-dire qu'on peut venir parce qu'il pleut, mais on peut aussi venir parce qu'on a une demande très particulière, parce que les gens savent qu'il y a des psys. Il y a des familles qui viennent depuis des années sans s'être jamais rendu compte qu'il y avait des psys, parce que ça ne nous empêche pas de faire notre travail. C'est un travail à discrétion. Et évidemment, lorsque nous, on repère une difficulté qui n'a pas l'air d'être vue, on va tenter de pointer ce qui a pu être observé, mais tout en douceur. Parce qu'on fait le pari que les familles vont revenir, et dans nos statistiques, on sait qu'à 80% les familles reviennent. Donc on se donne le temps. Ce n'est pas un lieu de thérapie, mais de fréquenter le lieu, à un certain moment, la répétition fait que ça fait thérapie, puisqu'on peut accompagner au long cours les familles. Des vies de famille qui commencent bien, qui tournent un peu mal au bout de plusieurs années. Et puis il y a des familles, c'est très difficile au début. Avec notre accompagnement, le soutien qu'on peut leur amener, on peut éviter la catastrophe. Voilà, parce qu'on s'adresse aux enfants de 0 à 6 ans. La périnatalité, c'est un moment de grande sensibilité pour toutes les familles et on peut vraiment œuvrer à ce moment-là. Voilà, donc les photos, c'est pour juste vous illustrer tout ce qu'on peut faire. Mais à partir de la Maison des Petits, on va aussi vers des publics plus défavorisés encore. Ceux qui ne viennent pas jusqu'à nous, on va vers ces familles-là. Et notamment, je pense qu'on travaille avec le SAMU social et on intervient également dans des hôtels auprès des familles migrantes en attente de papier qui vivent à l'hôtel. Donc on déploie notre projet à l'extérieur, mais on a d'abord assis une pratique très très forte dans le lieu. Donc on s'amuse, on joue, on peint, on rencontre des artistes, mais le fond du projet, c'est notre écoute analytique. Oui, c'est un espace d'écoute. Donc vous ne donnez pas de consultation, mais vous orientez, c'est ça, les familles qui viennent vous voir. Et pourquoi des enfants de 0 à 6 ans, pourquoi si tôt ? Si tôt parce que Françoise Dolto, quand elle était à l'hôpital Trousseau et qu'il lui arrivait des enfants, ils avaient souvent été détectés par l'école dans des difficultés d'apprentissage et elle s'est dit mais mince, si j'avais vu ces enfants plus tôt, en fait il n'y a pas de problème de santé mentale, il y avait surtout des problèmes sociaux, des problèmes éducatifs qui finissaient par développer, et les enfants développaient des symptômes sévères qui s'étaient ancrés et ça crée une relation délétère dans la famille. Enfin, très vite la famille se trouve en difficulté, alors que si on peut toucher les familles bien avant que les enfants aillent à l'école, c'est un peu comme si on mettait de la crème avant d'aller au soleil, on ne s'aperçoit pas de ce qui aurait pu arriver. Me semble, donc l'après-midi vous accueillez les publics, c'est ça, librement, et le matin vous accueillez des structures associatives, si je ne m'abuse. Associatives, on reçoit en fait des associations, mais nous on parle de partenaires élargis dans le sens où quiconque a un projet qui accompagne des familles peut faire la demande de venir jouer dans la Maison des Petits. On garde le caractère anonyme des familles qui sont accompagnées par des professionnels, mais on connaît quand même leurs problématiques. C'est-à-dire qu'on peut avoir des centres d'hébergement d'urgence, l'hôpital, mère-enfant. Donc on subodore les difficultés, mais on va pas questionner ça. On va plutôt travailler sur la qualité du lien qui se fait entre le parent et son enfant et pendant le temps de l'accueil. Alors, juste vous avez dit qu'on orientait les familles. On oriente les familles si on sent le besoin. En fait, dans l'ici maintenant de l'accueil, on peut travailler déjà beaucoup de choses. Si, Mohamed El Khatib, on passe à vous.
Vous êtes réalisateur, metteur en scène, dramaturge, mais aussi le cofondateur d'un nouveau centre d'art contemporain, inauguré le 24 juin dernier au sein de l'EHPAD Les Blés d'Or, près de Chambéry. Donc vous y étiez pour tourner un documentaire, si je ne m'abuse, et votre présence a donné lieu à un projet pérenne maintenant que tout le monde peut visiter. C'est bien ça ? Oui, c'est un peu ça, puisque au moment de la traversée du Covid, un des angles morts de la société est apparu assez violemment, c'est-à-dire la façon dont on maltraite les anciens, dont les vieux et les vieilles sont maltraités dans des mouroirs qu'on appelle les EHPAD. Et c'était assez révoltant, et on s'est dit, bon, il faut absolument qu'on investisse aussi ces espaces, ces angles morts-là, qu'on puisse les inclure dans le reste de la vie sociale. Et on a fait ce qu'on fait habituellement en tant qu'artiste, c'est-à-dire qu'on est allé, puis on a fait un premier projet en se disant, on va essayer de non pas s'intéresser à la dégénérescence du corps, à tout ce qui ne va pas, aux derniers instants, à la perte de la mémoire, etc., mais d'essayer de considérer ces espaces du point de vue du désir. Est-ce qu'il y a encore du désir une fois qu'on rentre à l'EHPAD ? Est-ce qu'il y a encore du désir de vie ? Est-ce qu'il y a encore du désir amoureux ? Et ça a donné lieu à un premier court-métrage qui s'appelle « La vie secrète des vieux » et qui est sur la vie amoureuse et sexuelle des personnes en EHPAD. Et cette vie est très intense et très active en vérité. Et donc c'était plutôt réjouissant de mesurer ça. Et puis à l'issue de ce film, on le projette et puis on s'en va, content de nous. Et à ce moment-là, la directrice de l'EHPAD en question nous dit « Bon, bah, c'est formidable, mais comme d'habitude, les artistes viennent et puis après ils disparaissent. Voilà, vous avez fait ce que vous aviez à faire, vous avez fait votre film, très bien, et puis plus rien pendant un an et on attend que viennent les prochains artistes dans un an. » Et ça nous a un peu questionné dans notre pratique et on s'est dit mais comment on peut faire en sorte de travailler sur la durée, comment on peut rendre permanent le rapport entre la vie quotidienne des gens dans un EHPAD et l'art. Et on s'est dit que finalement le meilleur moyen c'est qu'il y ait des artistes à demeure. Que les artistes viennent à l'EHPAD comme on irait dans un centre d'art travailler. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de créer un centre d'art dans l'EHPAD. Et la règle du jeu était assez simple puisque l'idée c'est qu'on y invite des artistes. Avec Valérie Mregen, on assure disons, le commissariat pendant 3 ans. On demande des artistes qui relèvent de la création contemporaine dans différents champs disciplinaires, que ce soit le cinéma, les arts plastiques, la performance, etc., d'investir l'EHPAD avec 2 contraintes, celle de créer en relation avec les gens, et donc d'être obligatoirement dans une forme d'art de la rencontre, c'est-à-dire que les artistes ne pensent pas en amont leur projet, non, ils viennent d'abord sur place, ils rencontrent les gens de l'unité Alzheimer, les soignants, les vieilles et les vieux qui sont là dans l'EHPAD, et suite à ce temps d'observation, alors on revient avec une idée de projet, et ce projet s'installe dans la durée, et ça va de 15 jours à 1 an et demi. Et la deuxième règle, c'est que vous faites don après de votre œuvre à la collection permanente de l'EHPAD. Et donc, quand on met en branle la chaîne du centre d'art, ça veut dire que il ne s'agit pas pour nous, enfin, ce à quoi il a fallu qu'on soit vigilant, c'est pas d'apporter la lumière de l'art contemporain dans un lieu abandonné, et puis d'arriver, de repeindre tous les murs en blanc et de recréer une white box, et en se disant, bon, on va vous apporter l'art pour vous éclairer, mais c'est de considérer que l'art est là, que la poésie est présente, et comme le disait Boltanski, passé 60 ans, chaque personne est un musée vivant. Et donc le patrimoine est là, simplement il faut y accorder, modifier un peu la politique d'attention et mettre en valeur les gens qui sont là, travailler avec eux sur cette histoire commune, sur notre patrimoine commun qu'on avait tendance à laisser se dégrader. Et suite à ça, on a décidé à chaque endroit de la chaîne de création d'associer les résidents. Donc ça va depuis le choix des artistes que l'on propose, aux aménagements, à la scénographie du lieu, à la transformation, puisque le premier réflexe qu'on a, c'est que quand on arrive à l'EHPAD, on se dit bon, le papier peint est vraiment ringard et désuet, c'est moche. Il n'empêche qu'on n'est pas chez nous, on est chez les résidents et les résidentes. Et donc comment on travaille avec ça ? Comment à la fois on inscrit un geste artistique dans un environnement qui n'est pas censé accueillir de l'art, et comment on discute, comment on négocie, et comment on interroge la question du goût, ou la question des choix artistiques, de ce qui a de la valeur. Et la plupart du temps, ces opérations-là, elles sont un peu absentes ou elles se jouent ailleurs. C'est-à-dire qu'un musée
consacre une œuvre en invitant un artiste. Et ces opérations un peu de sacrement, on a voulu les partager en se disant, tiens, notre commissariat, on va essayer de l'imaginer de façon inclusive et d'inclure les résidents, les personnels soignants sur toute la chaîne de production, donc du choix, de l'aménagement, de la scénographie, et une fois que l'espace existe, à la façon dont on le fait vivre. Donc ça veut dire, très concrètement, quand est-ce qu'on fait un vernissage ? Eh bien, pas à 19h comme les vernissages habituels, mais à 9h du matin. Et donc on change la vie, le fonctionnement de l'EHPAD et le fonctionnement disons, de la pratique artistique traditionnelle. Il y a des visites guidées naturellement. Alors ces visites guidées, elles sont faites aussi en association avec les résidents et les résidentes qui circulent, qui tournent pour pouvoir accueillir les publics. Et donc il n'y a plus seulement les familles des résidents qui viennent à l'EHPAD, mais vous avez des gens, c'est ouvert absolument au tout venant. Et donc vous allez du coup à l'EHPAD comme vous allez à la bibliothèque ou comme vous iriez au musée. Et l'autre parti pris, ça a été non pas de prendre, comme ça peut se faire parfois, de dédier une salle à l'art contemporain, qui serait la salle polyvalente où on y affiche nos œuvres, mais les œuvres s'étalent dans tout l'EHPAD. Donc il y en a dans certaines chambres des résidents, dans la cantine, dans les salons de thé, dans les bureaux. Et donc vous avez un audio guide comme ça qui a été réalisé, et vous arrivez, soit vous prenez l'option visite guidée, soit vous prenez votre audio guide, et vous vous retrouvez comme ça. À un moment, vous frappez à une chambre et peut-être que vous avez accès à l'œuvre, mais si la personne qui habite dans cette chambre ne veut pas vous laisser entrer ce jour-là parce qu'elle est mal lunée, bon, vous devez revenir le lendemain ou le surlendemain, etc. Et simplement, non seulement vous y rencontrez, vous y voyez des œuvres d'art, mais vous êtes par la force des choses obligé de discuter avec les gens qui sont là. Et c'est générateur de rencontres. Et on le voit, c'est-à-dire que d'un coup, la pratique artistique ou ce geste artistique à restimuler quelque chose, c'est les résidents et chez les soignants. Quelque chose qui relève et de l'estime de soi et du bien-être. Des choses qui, a priori, sont trop souvent considérées comme secondaires, où on a cette crainte, oui, mais il ne faudrait pas que le travail des artistes soit instrumentalisé. Or, de fait, il l'est de toute façon en permanence. Alors, autant que ce soit pour faire du bien aux gens. Et d'une certaine façon, ça fait du bien. Et pour autant, l'exigence est la même dans le soin apporté aux gens. Et on l'a pu, en observant les personnels soignants, on se rend compte à quel point ce sont des vies totalement dévouées au bien-être et dévouées aux soins, mais aussi dans le choix des artistes qui sont faits, qui fait que vous retrouvez des artistes de premier plan comme Mohamed Bourouissa, Théo Mercier, Alain Cavalier, etc. Et puis une diversité de générations, c'est-à-dire des jeunes artistes qui sortent d'école, pour qui c'est un premier pas. Et l'idée, c'est de redonner du désir à l'EHPAD et finalement avoir autant de plaisir à travailler au Palais de Tokyo ou dans un EHPAD. Et de se dire qu'on peut faire la même chose avec la même attention, le même soin, la même exigence. Et je suis content que des artistes d'ailleurs naviguent de l'un à l'autre avec le même sérieux et la même intensité. Et l'idée, c'était, disons, pour faire simple, enfin, de réconcilier deux milieux qui s'ignorent, l'art et le soin, et s'ignorant ou se méconnaissant, en tout cas ayant un peu une forme de méfiance, et de créer comme ça un espace commun où on participe du décloisonnement, où les personnels soignants peuvent s'impliquer dans des processus artistiques, où des artistes sont obligés de se préoccuper de la vie du soin. Et ce qui fait que vous vous retrouvez avec une artiste comme Marion Verboom, par exemple, qui fait de la céramique. Non seulement l'idée c'est qu'elle fasse sa sculpture, mais qu'elle en profite pour faire les petits saladiers de l'EHPAD. Et que notre action participe au bien-être de la maison et que d'un coup ça devient un lieu qui fait partie de la société et qui réinscrit dans un réseau de vie. Je me souviens que vous m'avez dit, très clairement, on compare les EHPAD à des mouroirs, mais on pourrait dire tout autant, on pourrait dire la même chose de certains centres d'art contemporain où personne ne passe. Non mais c'est vrai. J'allais vous dire aussi, parfaite transition vers le Palais de Tokyo, mais j'ai une dernière question. Donc si je comprends bien, l'art quand même fonctionne... Pas tout de suite. L'art... non, pas le mouroir, mais je voulais dire, vous avez mentionné le Palais de Tokyo, ça aurait pu être une bonne transition. Vous avez parlé de... Donc, si j'ai bien compris, ça fonctionne comme un centre d'art avec un audio guide, des visites guidées, des vernissages à 9h du matin, comme pour les journalistes. Et donc l'art, le rôle de l'art vraiment, c'est aussi de créer un lien social. Je veux dire, ce sont autant d'occasions, ces vernissages, la visite d'individus qui n'ont rien à faire a priori dans l'EHPAD. Ça crée autant d'occasions aussi, j'imagine, pour les résidents de prendre soin d'eux.
de se mettre sur leur 31. C'est-à-dire c'est ce soin-là aussi dont il est question. Oui, tout à fait. C'est un des corollaires qui est assez naturel. C'est que d'un coup, vous avez des gens qui retrouvent confiance en eux, qui ont envie on présente des œuvres, donc on a envie de les présenter. Donc effectivement, il y a un effort dans le soin, et dans le soin des personnes, et dans le soin des œuvres. Et indifféremment. Et d'ailleurs, indifféremment, il y a des œuvres réalisées par des artistes de premier plan et des œuvres réalisées par les résidents, et vous ne voyez pas la différence. Le traitement est absolument le même. Et je repense à cette photographe qui est venue, Johan Lamouler, qui voulait absolument prendre une photo d'une résidente qui ne voulait pas, et qui lui disait non mais je suis moche, je veux pas. Et elle a passé une demi-heure à la coiffer, à la peigner, et ce temps du soin, il était pour moi aussi important que le temps de la photographie. Et c'est cette relation-là qui fait que ça redevient un lieu de vie. Et ce qui manque la plupart du temps, que ce soit dans nos lieux d'art ou dans les EHPAD, c'est comment l'hospitalité est incarnée. Comment concrètement, par une pratique inclusive, vous faites que vous vous sentez concerné. Et là, il y a deux façons. C'est-à-dire il faut d'abord que les œuvres vous parlent et de ne pas être totalement coupé de ce qui se produit, que vous puissiez trouver un écho dans ce qui se raconte. Et donc ça veut dire par là prendre en compte un certain nombre de récits qui ne sont pas présents aujourd'hui dans les institutions. Et puis c'est la façon dont on partage au quotidien, c'est-à-dire par la simplicité de l'hospitalité, c'est-à-dire de pouvoir boire, de pouvoir manger, de pouvoir devenir comme on est d'une certaine façon. Parce que c'est intimidant de pousser la porte d'un centre d'art, c'est toujours intimidant. La première fois est importante, et donc comment on prend soin de cette première fois et comment on fait en sorte que les gens se sentent à l'aise et chez eux dans un centre d'art ou dans un EHPAD. Marianne Berger, c'est à vous. Parlez-nous du hameau qui devrait ouvrir prochainement au sein du Palais de Tokyo, lieu très très dynamique, je tiens à le préciser. Donc vous en êtes la directrice générale déléguée et c'est un nouvel espace, c'est ça, de 500 mètres carrés, conçu par Fricks Architecture ? Par le cabinet, l'agence d'architecture, effectivement, Fricks. Merci beaucoup. Peut-être avant de parler plus précisément du hameau, revenir sur le Palais de Tokyo et la façon dont on accompagne et on accueille les publics. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites là, qui font écho aussi avec nos intentions et la politique qu'on essaye de développer. Et le hameau, c'est le fruit aussi de 20 ans d'expérience et d'accueil, d'expérience dans l'accueil des publics. La médiation, ça a commencé par la médiation, qui a été développée au Palais de Tokyo depuis toujours au sein des espaces d'exposition. Et puis petit à petit, l'accompagnement des publics s'est structuré. L'équipe a multiplié les formats avec cette volonté aussi justement d'accueillir, de prendre soin et d'écouter en fait le besoin des publics. Et on a aussi cette volonté d'aller dans des espaces de soins aussi, d'aller là où la culture n'est pas très présente, dans les EHPAD par exemple, mais aussi dans les hôpitaux. Et c'est au fur et à mesure de cette expérience qu'il y a une volonté forte au Palais de Tokyo de dire il nous faut aussi un lieu qui nous permette de continuer à faire ce qu'on fait, mais d'accueillir et d'être un vrai lieu d'hospitalité et d'accueil des publics, de tous les publics, mais aussi de publics qui ont besoin d'un espace qui soit peut-être, ou d'une pause parfois dans leur vie quotidienne un peu compliquée, et d'un espace, j'aime pas, c'est un safe space, mais en tous les cas un espace comme ça qui soit un lieu apaisé, apaisant, où on puisse se sentir libre de pratiquer l'art, et où aussi ça facilite la rencontre avec l'art. Donc voilà, fort de ces expériences, il y a eu une volonté comme ça de dédier un espace, parce que la médiation a toujours été présente au Palais de Tokyo, l'accueil des publics aussi, mais il n'y avait pas d'espace dédié. Et donc c'est un projet qui a été développé avec l'agence Fricks, effectivement, pour travailler sur un espace qui permet le mieux-être par l'art, qui soit pensé pour favoriser l'accueil des publics dans des espaces qui soient modulaires et qui permettent de faire tomber parfois les frontières, le côté impressionnant du centre d'art, et aussi qui permettent différentes pratiques. Donc on va avoir ce lieu dédié qui est pensé avec des formes très rondes. J'ai pas d'image là parce que c'est en cours de construction. Il va être opérationnel à la rentrée 2023. Et puis aussi dans la façon dont on travaille avec les différents publics, et notamment les publics qui sont en situation de handicap psychique et
et mentale, où on travaille toujours sur du long terme. C'est-à-dire qu'il y a toujours une rencontre entre les équipes du Palais de Tokyo et les équipes accompagnantes, que ce soit à l'hôpital, dans les EHPAD ou bien avec des associations, pour travailler en amont et puis surtout avoir des rendez-vous sur le long terme. On travaille sur ça va être en général des cycles d'1 an. Parce que c'est important aussi pour créer ce lien, cette relation, cette politique du soin que vous évoquiez tout à l'heure. C'est le temps est important aussi, et donc ça se fait hors les murs, mais aussi au Palais de Tokyo. Et avec cette idée aussi dans ces nouvel espace d'avoir de développer la médiation par le geste, et vraiment cette question de la pratique et des sens pour justement toujours encore faciliter peut-être quand le langage est pas présent, d'avoir aussi cette émotion. Voilà. Pour revenir sur la double dynamique, pour bien comprendre, vous faites venir, il y a du personnel hospitalier, du personnel médical qui viendra en tout cas au hameau, et inversement vous tissez des partenariats avec des institutions, donc c'est-à-dire que les projets vont dans les deux sens. Tout à fait, on travaille en aller-retour et avec des partenaires aussi avec qui on travaille depuis plusieurs années. Par exemple, on travaille avec la cellule pédopsychiatrique de l'Hôpital-Salpêtrière depuis presque 10 ans. On travaille avec l'association France Alzheimer depuis aussi de nombreuses années. Enfin voilà, on essaye de tisser des liens sur le long terme et de faire des allers-retours parce que c'est important aussi d'entendre ce que les soignants ont à nous apporter dans la façon dont on pense l'accueil de ces publics et la façon dont et la réponse qu'on leur donne. Peut-être aussi dire que dans la politique qu'on essaye de développer au Palais de Tokyo autour de ce hameau, il y a cette question d'accueillir, de mieux accueillir, et aussi la question de justement peut-être faire changer les pratiques et les mentalités, et pour que la question de l'inclusion du soin soit aussi intégrée aux politiques des institutions comme le Palais de Tokyo, et participe aussi à l'évolution des mentalités dans la façon dont on envisage la société, et la façon dont on inclut les gens qui sont un peu à côté ou sont mis de côté en tous les cas. Et donc il y a aussi cette volonté-là par l'impact qu'on peut avoir en tant que centre d'art national, d'avoir des actions qui sont pas exemplaires, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre d'autres expériences, mais l'idée comme ça de pratiquer et de partager nos expériences et de partager ça avec les soignants, mais avec aussi d'autres personnes qui mènent ces expériences-là. Donc ce hameau, donc j'imagine qu'il y a un jeu de mots aussi avec village, donc là ça c'est H-A-M-O. Décrivez-le nous, comment c'est tout de suite en rentrant dans le Palais de Tokyo, à gauche, à droite, combien d'espace Alors bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans ce détail-là, mais effectivement, ça va être 500 mètres carrés qui vont être dédiés à l'accueil des publics. Ça va être à l'entrée, au niveau principal du Palais de Tokyo, au cœur d'une zone gratuite. Aujourd'hui, on a tout le premier étage du Palais de Tokyo qui est gratuit, avec l'idée d'avoir des propositions artistiques, d'avoir des lieux de travail, des lieux où on peut manger, et le hameau qui est cet espace qui est un lieu protégé, qui est accessible librement, dans lequel il y aura aussi des ateliers, et donc qui sera divisé, parce que 500 mètres carrés c'est quand même très grand, donc qui sera divisé avec un espace qu'on appelle le salon positif, qui est un lieu fermé, intime, qui permet de préserver l'intimité, qui permettra à la fois d'accueillir des petits formats de médiation, et aussi qui sera notre lieu ressource où on souhaiterait mettre en valeur et valoriser nos pratiques, mais aussi recueillir les pratiques des autres pour essayer de justement constituer de la ressource autour de l'accueil des publics, notamment les publics en situation de handicap mental. Voilà. Et puis ensuite, on aura dans l'espace des cabanes, parce qu'on file la métaphore du village, qui seront des espaces modulaires qui permettront justement d'adapter l'espace en fonction des groupes et des publics qu'on accueillera au Palais de Tokyo. Merci. Donc, un espace d'écoute, un espace de vie, un espace de médiation, et les trois notions d'ailleurs s'enchevêtrent dans chacun des projets. Petit point de vocabulaire, si vous le voulez bien. Il n'est question dans aucun de vos projets d'art-thérapie, à proprement parler. Le hameau devait s'appeler initialement, c'était le work title,
le Care Center. Oui, pardon. Non, mais vous inquiétez. Non, donc dans quel champ lexical nous situons-nous dans celui du soin? Mais quel soin? Médical? Pas médical? Qui veut intervenir? En ce qui concerne le 104, on n'est pas du tout dans le médical, puisqu'on accueille tout type de famille. J'ai envie de dire tous schémas familiaux également. Tout ce qui existe dans notre société aujourd'hui se présente à nous. Et on ne va pas parler de soins mentaux ou psychiques pour ces familles-là, mais d'accompagner leurs problématiques au moment où elles les rencontrent et si elles nous les exposent. Donc on prend soin de chaque famille en fonction de comment elles se présentent. Elles viennent comme elles sont. Et quant à l'art-thérapie, l'art est présent dans le lieu. Et les familles sont contenues dans une œuvre d'art créée par Nathalie Crasset. Elles ont accès à l'art. Et imaginons, on va reparler de la peinture puisque j'en ai parlé. L'idée, c'est de vraiment pas faire thérapie par l'art, mais donner la possibilité à chacun dans le lieu de pouvoir faire de la peinture si elle le souhaite. Mais en aucun cas, on l'utilise pour analyser ou je ne sais quoi, ou en vertu de faire du soin thérapeutique. Mais en revanche, on pense que de pouvoir le faire, ça fait soin. C'est l'art qui fait soin et c'est pas dans l'autre sens. Marianne, peut-être? Oui, je pense qu'on est sur des approches un peu similaires. On n'est pas... on cherche à faire attention, à prendre soin des gens, mais pas à soigner. C'est pas notre métier, en fait. Et en revanche, par donner accès à l'art et à la pratique, ça peut permettre d'aller mieux, de se sentir bien, de ressentir les choses. Voilà. Mais il n'y a pas cette volonté de soigner. Enfin, c'est pas du tout la démarche. En revanche, ce qui serait intéressant peut-être, c'est je ne sais pas si c'est possible, mais d'objectiver à quel point ça fait du bien d'être accueilli, de pouvoir être en contact avec l'art, de pouvoir pratiquer. Voilà, ça serait aussi quelque chose d'intéressant à regarder. Je crois que c'est même vous qui qui avez souligné l'étymologie de curation. J'y avais jamais pensé. Curation. De curare en latin, donc le soin. Le soin oui, il y a donc l'accrochage, il y a un accrochage qui peut faire du bien aussi. Dans la question de la curation, il y a effectivement la question de prendre soin et de faire attention, je pense. Mohamed, vous avez quand même bien défini aussi votre approche du soin, mais vous voulez ajouter quelque chose? Je dirais que ça fait office de soins, je n'en sais pas. Et d'ailleurs, c'est amusant quand on nous demande des évaluations. En fait, on a tout le temps des indicateurs quantitatifs et rarement des indicateurs en termes de bien-être, parce que c'est très dur à indiquer. Or, moi, j'ai pu le constater concrètement depuis que Raymond Brachet a exposé sa série de voitures en collaboration avec Bonne-Frite. Tous les matins, il se lève plus tôt, il vient se mettre derrière son installation, il s'est remis à parler avec les gens. Et ça, on peut pas c'est difficilement cet impact-là. Ou c'est pareil pour l'impact civique, souvent, etc. Alors, donc, je peux mesurer que ça fait du bien. Et je trouve que ça fait aussi office de réparation. C'est-à-dire que ça vient réparer quelque chose. Et c'est aussi une des fonctions de l'art. C'est-à-dire parfois d'une parole oubliée, d'un corps oublié, maltraité ou négligé. Et quelque chose qui répare et qui redonne confiance. De ce point de vue-là, l'art fonctionne. Avant que je n'oublie, d'ailleurs, le projet Les Blés d'Or va s'exporter ou va donner lieu à d'autres projets, à inspirer d'autres initiatives de ce type en France? Oui, en France et à l'étranger, puisque l'initiative va être, alors pas reproduite tout à fait, mais à Bruxelles et à Madrid et à Avignon. Et l'idée n'est pas de modéliser et de reproduire, mais plutôt d'en partager les principes et les processus et de se dire comment des artistes peuvent travailler avec des personnels soignants et comment on peut chacun arriver et déplacer le regard des soignants et déplacer la pratique des artistes et recréer comme ça un nouvel espace, un type de lieu d'art, centre d'art ou pas, mais en tout cas un lieu inclus dans la vie quotidienne de gens en général marginalisés ou un peu exclus des centres d'art, et comment on peut créer comme ça des outils à géométrie variable qui mettent les artistes et la vie au cœur des processus d'échange et de vie. Moi, ce qui m'a aussi vraiment marqué quand je vous ai parlé à tous les trois, c'est le fait que vous apportiez aussi une vraie respiration au corps médical ou au personnel hospitalier qui
transitent par vos espaces, il y a aussi cette volonté d'apporter, de faire du bien à ceux qui font du bien. Du travail en partenariat. Chaque matin, on accueille des structures qui accompagnent des familles. Ces structures sortent de leur endroit, qui est souvent moins beau parce que c'est plutôt porté sur le soin, justement. Donc, côté pratique, l'esthétique, il passe en second souvent. Donc, ils sont accueillis au 104. Il faut savoir que la Maison des Petits, elle est au centre du 104. Donc, on traverse de part et d'autre le 104 pour y avoir accès. Et une fois qu'ils sont à l'intérieur, ils sont quand même dans un lieu qui est très très beau. Et pour le personnel qui accompagne les familles jusqu'à nous, pour elles aussi, c'est une bouffée d'air qui est proposée. Et aussi un enrichissement puisqu'ils vont rencontrer d'autres professionnels qui sont présents en même temps qu'eux. Donc j'ai envie de dire que ce moment-là, il est bon pour tout le monde, enfants, parents et professionnels. Et nous-mêmes, parce qu'il ne faut pas croire, quand on donne à ce point-là, on reçoit beaucoup. Chaque personne qui entre dans notre lieu est accueillie personnellement. Personne n'entre et ne sort sans avoir un bonjour et un au revoir. Tout le monde est accompagné. Donc c'est notre hospitalité. Marianne, Mohamed, non? Effectivement, ça permet aussi de faire des pauses dans le quotidien du travail pour les soignants et pour aussi les accompagnants. Moi, je pense à ce qu'on fait avec France Alzheimer, où à chaque fois, on accueille les personnes qui sont malades, mais leurs accompagnants, et ça leur permet aussi, d'une part, de partager des moments agréables, et puis aussi de faire une pause dans le quotidien qui n'est pas toujours simple. Et voilà, je pense que ça, c'est très riche et c'est très satisfaisant aussi pour nous qui accueillons. Enfin, je pense que ça fait du bien aussi aux équipes, aux médiateurs de voir, parce que ça donne aussi d'accueillir comme on le fait. Voilà. Des bouffées d'air frais, en quelque sorte. Est-ce qu'on a le temps encore pour une dernière question ou, Nicole, vous avez parlé de c'est la Maison Verte, c'est ça, de Françoise Dolto, comme source d'inspiration de la Maison des Petits. Marianne, Mohamed, vos sources d'inspiration pour les deux lieux que vous avez accompagnés, que vous accompagnez, quels sont? Parce qu'on a beaucoup d'art-thérapie, encore une fois, au centre du Louvre d'Art, du Palais des Beaux-Arts de Lille, qui sont plutôt pionniers dans le domaine. Donc là, il n'est pas question d'art-thérapie, on en a parlé. Est-ce qu'il y a des lieux quand même qui vous ont... Ou alors c'était ex nihilo? Moi, il y a un lieu qui m'a beaucoup touché, que j'ai visité il y a quelques années. Je jouais dans un théâtre à Aix-en-Provence et on m'a fait visiter juste dans un village à côté la maison de Gardanne. Et la maison de Gardanne, c'est une maison qui accueille des patients en fin de vie. Et essentiellement des patients atteints du sida et qu'on ne voulait pas voir dans les unités de soins palliatifs traditionnelles et qui étaient cachés là. Et le directeur de cet établissement a fait de ce lieu un lieu de vie, un lieu artistique dans lequel il a installé un restaurant, mais un restaurant pas uniquement dédié au personnel qui travaille ici, mais ouvert sur la ville. Des artistes sont intervenus, des jardiniers, des architectes, et c'est la première fois que je voyais, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre de la fin des barrières disciplinaires, dans tous les sens du terme, un lieu de vie total où on ne savait pas dans le bâtiment qui était patient, qui était malade, qui était médecin, puisqu'il n'y avait pas de blouse, il n'y avait pas de bracelet. Ils luttaient contre le fait que les patients mettent des bracelets, etc. Tout le monde mangeait dans le restaurant indifféremment, et ça pour moi ça a été fondateur. Je me disais tiens, mais c'est possible. C'est possible, et je me souviens qu'il me disait là je vais me présenter aux prochaines élections municipales, et mon souhait c'est de créer une maison des jeunes avec une crèche et un EHPAD dans le même... Et puis ça avait déclenché une hostilité folle, comment ça, il ne faut pas que les jeunes enfants voient les vieux, etc. Et je me disais, il avait 20 ans d'avance, quoi. Et ça, c'était pour moi... Voilà, j'allais vous demander quand c'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans, et moi je l'ai visité il y a quelques années. Oui, d'accord. Alors moi, j'étais pas au départ du projet, donc je me souviens pas de ce qui a été... je peux vous dire. mais je pense qu'on a été d'une part motivés par nos expériences en interne, et puis peut-être en regardant ce qui se passait outre-Atlantique
à Montréal, sur la politique du soin qui était développée là-bas. Je pense Il faut que peut-être la maison... préciser, non, Pardon. c'est le pavillon des Beaux-Arts le pavillon d'art-thérapie du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Tout à C'est fait. ça. Je pense que ça a été aussi un déclencheur. 2016 à peu près. Je pense que la maison des petits était aussi dans les esprits, voilà, parce que ça a marqué aussi, je pense, la scène, enfin les institutions, d'avoir cette maison des petits qui a été ouverte en 2009. Voilà, donc je pense que ça, c'est nos principales sources. Merci à tous. J'attends toujours que. Merci à tous. Y a-t-il des questions? Non. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Ah, Nicole. J'aimerais ajouter que tout le monde est bienvenu à la Maison des Petits. S'il y a des personnes qui souhaitent visiter, c'est possible. En prenant rendez-vous, on consacre un temps pour vous présenter le projet et les espaces. C'est gratuit. Et alors, je précise aussi que pareil, le hameau, le nouvel espace sera totalement opérationnel à la rentrée 2023. Oui, il sera inauguré avant l'été et ouvert au grand public à la rentrée. Très bien. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Bravo pour tout. Merci à tous.